l'approche par compétences, ça fait partie des sujets qu'on a priorisés et qui font partie de notre plan d'accélération et pour proposer la gestion de l'approche par compétences, l'évaluation de l'approche par compétences. Et à ce titre, on travaille avec le consortium Avenir, on travaille aussi avec ISUP, qui vient juste de présenter l'outil Aura qui servira à la modélisation de l'approche par compétences à destination des enseignants et qui a vocation à se connecter avec Pégase comme d'autres outils. Et ça nous paraissait intéressant de pouvoir vous présenter les concepts autour de l'approche par compétences que Aurélie s'est expliqué de façon très pédagogique. Et je pense que ça permettra d'éclairer les choses et de préparer, enfin, d'alimenter les réflexions dans vos établissements autour de la construction des offres en APC, d'autant plus que c'est un sujet qui est de plus en plus regardé par le HCERS et qui va être de plus en plus important dans l'évaluation des formations. Voilà, puis on aura il y aura d'autres ateliers après au Club U et on aura l'occasion d'en discuter dans nos prochains échanges. Mais voilà, je laisse la parole à Aurélie. Encore merci de ton intervention, Aurélie. Eh bien, c'est un plaisir. Bonjour à tous. Alors, je me présente rapidement, Aurélie Dupré. Donc, je suis je suis directrice de la direction d'appui à la pédagogie et à l'innovation à l'Université de Lille. Et dans ce cadre-là, avec mon service, on accompagne des équipes pédagogiques dans la mise en œuvre de l'approche par compétences. Et au sein du programme Avenir, qui est un programme qui vise à soutenir la démarche d'approche par compétences et la mise en place du e-portfolio comme outil d'évaluation des compétences, je suis responsable pédagogique du volet ESR, donc enseignement supérieur. Voilà, donc c'est de ce point de vue-là que je parle. Alors, l'objectif de cette intervention, c'était effectivement, du coup, j'ai un discours qui va être très pédagogique et je maîtrise moins les outils notamment l'outil Apogée. On interagit pas mal avec les différents services et donc l'idée, c'est un petit peu de faire du lien entre les outils du système d'information et puis, les approches pédagogiques, puisque c'est un peu l'objectif de cette intervention. Donc essayer de donner du sens, à cette approche par compétences qui est souvent un gros mot maintenant dans les universités. Et donc pour essayer de voir un peu pourquoi, on introduit ça, dans le contexte universitaire. Alors, on peut passer, à la diapositive suivante. Donc voilà, hein, une version très imagée de pourquoi l'approche par compétences. C'est l'idée de passer d'une approche, alors il y a différents enjeux, hein, mais d'un point de vue pédagogique, c'est l'idée de passer d'une approche, peut-être un peu moins transmissive, dans les formations universitaires, de l'enseignement supérieur plus largement, pour aller vers, des formations davantage tournées vers les compétences et vers les savoirs agir des étudiants. Donc cette diapositive illustre un petit peu la démarche, hein, si on veut apprendre à des étudiants à sauter en parachute et que la méthode d'enseignement, c'est, lire le manuel sur le parachutisme, la méthode d'évaluation, c'est monter dans l'avion et sauter, de l'avion en parachute, on risque de perdre un peu d'étudiants. Donc ça repose, hein, sur l'alignement pédagogique. C'est à partir du moment où on veut que les étudiants et que le public apprenant développent des compétences, ça suppose, de changer les manières de former. Alors de changer pas forcément, parce qu'il y a déjà plein de choses qui existent, mais en tout cas, ça suppose d'interroger, les pratiques pédagogiques de manière à aligner, le développement de compétences avec la manière dont on forme. Et si on cherche à évaluer et à former des étudiants autour de savoir agir, ça veut dire qu'il faut les mettre en formation, en situation d'agir à travers différentes approches. Donc c'est un peu ça l'enjeu de l'approche par compétences dans l'enseignement supérieur, développer les savoirs agir en lien avec les enjeux de professionnalisation, en lien avec les enjeux de modularisation aussi des parcours de formation, on pourra y revenir. Et donc c'est un peu ça, les enjeux de l'approche par compétences. Alors on peut passer à la diapositive suivante. Alors, la notion de compétence, vous devez pas mal en entendre parler, référentiel de compétences. Qu'est-ce que c'est qu'une compétence? Alors c'est quelque chose qui est assez consensuel, qui est pas du tout qui est pas forcément consensuel, mais en tout cas, on en parle beaucoup, assez usuel plutôt, je devrais dire. On parle beaucoup de compétences sans forcément toujours bien définir, ce qu'on veut mettre derrière.
On peut passer à la diapositive suivante. Très souvent, on part de la définition de Jacques Tardif que vous avez peut-être vue dans différents documents institutionnels, hein, qui est souvent un petit peu placardée. La compétence comme savoir agir complexe, qui prend appui sur la mobilisation, la combinaison efficace d'une variété de ressources internes et externes à l'intérieur de familles de situations. Donc, qu'est-ce qu'on entend dans cette définition-là? L'idée que le savoir agir complexe, ça va être quelque chose, voilà, c'est vraiment la notion de savoir agir complexe qui est derrière la notion de compétence. Alors, je vais prendre un exemple parce que c'est souvent plus simple avec un exemple et je vais prendre l'exemple du permis de conduire. Donc dans ce cadre-là, la compétence, c'est conduire une voiture sur le réseau routier. On voit bien qu'on est sur un savoir agir complexe, hein, conduire une voiture sur le réseau routier. Cette compétence, qui est bien de l'ordre du savoir agir, elle nécessite des connaissances, par exemple, le code de la route, mais connaître les panneaux, voilà, connaître un certain nombre de choses. Donc elle nécessite des connaissances et des savoirs. Elle nécessite des savoir-faire, savoir faire un créneau, savoir faire un démarrage en côte, et cetera. Elle nécessite des savoir-être ou des soft skills ou des aptitudes relationnelles, être patient, être responsable. Mais la compétence, ça va être la capacité pour un individu à mobiliser ses savoirs, ses savoir-faire et ses savoir-être pour agir dans des situations différentes, diverses et adapter ses manières d'agir aux situations dans lesquelles il se trouve. Donc c'est ça, voilà, donc la notion de savoir agir, elle combine en fait, hein, elle est un peu combinatoire, elle associe des éléments qui relèvent plutôt des connaissances, des savoir-faire, des savoir-être. Alors ça ne veut pas dire que quand on passe sur une approche par compétence, on n'est plus du tout sur les connaissances, ou enfin il n'y a pas de rupture, hein. Moi je ne connais pas de compétences qui ne nécessitent pas la mobilisation de connaissances, mais ça veut dire qu'on va aller sur des savoirs-agir et donc c'est comment on mobilise ces connaissances. Donc effectivement, il faut les connaître et les maîtriser, mais ça va être aussi, comment on les utilise en situation, comment on les mobilise dans des situations complexes. Voilà un peu l'enjeu qu'il y a derrière cette définition de compétence. Donc forcément, quand on est sur un programme de formation, voilà, des savoirs agir, si on veut aller vraiment évaluer des savoirs agir, on va pas pouvoir en évaluer, 50 ou voilà, sur un programme ou sur une année de formation, on va avoir un certain nombre de compétences qui va être assez restreint. Voilà. Alors derrière cette compétence, voilà, il y a des démarches diverses et on peut s'approprier, cette notion de référentiel de compétences de façon un peu différente. Il y a des démarches qui sont différentes au sein des établissements. Alors il y a pas une bonne démarche. Il y a des démarches plurielles. Je vais vous en présenter, certaines, sachant que je ne vais pas du tout être exhaustive et qu'il y a aussi d'autres manières de faire. On peut passer à la diapositive, suivante. Voilà, alors là, vous avez, un document que vous connaissez peut-être bien, c'est les fiches RNCP. Donc les fiches RNCP, c'est des documents, nationaux, hein, qui permettent d'uniformiser et de préciser, hein, les attendus sur chacune des compétences et qui précisent les attendus de certification, notamment. Donc vous voyez qu'il y a des blocs de compétences qui sont déjà identifiés. Usage numérique et digitaux, exploitation de données à des fins d'analyse, voilà, vous avez des blocs de compétences et puis à l'intérieur, vous avez un certain nombre d'items qui peuvent être des compétences qui ne le sont pas forcément. Des fois, on est sur des savoir-faire, hein, plus automatiques, plus des choses qu'on entraîne, hein, c'est plutôt de l'ordre du savoir-faire. Des fois, on est sur des savoir-être, un peu plus rarement peut-être et voilà, il y a un certain nombre d'items qui sont listés. Il y a des formations qui vont faire le choix de prendre ces blocs de compétences tels quels et de les intégrer et de les utiliser pour structurer leur programme de formation et qui vont utiliser ces intitulés tels quels, pour construire leur programme de formation, pour construire leur bloc de compétences et de connaissances, leur BCC, hein, ou pour modéliser, hein, les parcours de formation. Et puis, il y a d'autres formations qui vont, s'en détacher en s'y référant. On peut passer à la diapositive suivante, essentiellement parce qu'elles veulent, peut-être afficher davantage de spécificité. Par exemple, si je vous dis, bah, voilà les compétences attendues à la fin de la licence et que je vous donne quelques exemples. Donc voilà, une équipe pédagogique qui a défini sa vision, hein, du diplômé et qui a défini ses compétences, et qui a organisé sa formation en 8 compétences, analysé l'environnement national, international,
argumenter, communiquer en français et en langue étrangère, travailler en équipe, s'organiser, construire son projet personnel professionnel, créer, s'adapter. Quand on lit ces compétences-là, on a du mal à se dire: «C'est un étudiant de telle formation ou de telle autre». Là, pour le coup, c'est un étudiant de LEA, mais c'est pas forcément évident et c'est assez transversal. Donc il y a des formations qui se retrouvent pas dans ces approches un peu transversales et un peu, dans ces formulations, transversales et qui ont besoin d'aller davantage spécifier et qui peuvent aussi faire cette démarche-là. On peut passer à la diapositive suivante. Où vous voyez là, par exemple, une formation sur un référentiel de pharmacie où l'équipe pédagogique a structuré son programme de formation autour de 4 compétences: dispenser un produit de santé de façon adaptée pour un patient dans un contexte donné, gérer une officine de façon responsable dans un contexte territorial donné, accompagner le patient dans sa prise en charge globale et agir en matière de prévention et de santé publique. Là, quand on voit, donc c'est une formation qui est organisée autour de 4 compétences qui vont constituer les 4 BCC de la formation. Et on voit là, en lisant les intitulés des compétences, on arrive à identifier, de quelle formation le diplômé va être, diplômé justement. Donc ça, c'est une autre démarche, qui aussi fait du lien avec les référentiels prescrits, hein. Cette correspondance est indispensable, mais qui est aussi possible et qui va être choisie par certains parcours et certaines formations. Alors là, vous allez me dire, c'est très contextualisé parce que c'est des parcours de santé et qu'on voit bien le métier et le métier, qui est c'est une formation très professionnalisante, mais on a, des exemples, on peut voir à la diapositive suivante, d'autres exemples dans différents champs disciplinaires, hein, que je vous ai mis dans différents champs disciplinaires. Réaliser une consultation juridique et dans la prise de décision, ça c'est une compétence, dans le champ du droit. Structurer des opérations de maintenance sur matériel roulant, ça c'est une compétence de licence pro. Définir une stratégie marketing, mettre en œuvre une stratégie expérimentale pour répondre à un problème biotechnologique, traduire du français aux langues anciennes ou des langues anciennes en français. Ça marche aussi en SHS, exploiter des outils d'information scientifique, interpréter les matériaux historiques en fonction des représentations propres à ceux qui l'ont produit, et cetera, et cetera. Donc on voit, hein, des exemples de compétences contextualisées dans différents champs disciplinaires, donc qui peuvent être aussi, qui ont été toutes là, hein, produites par des équipes pédagogiques. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà, donc ça donne des référentiels. Un autre exemple de référentiel, je vais passer un peu vite, d'une licence de chimie autour de 4 blocs de compétences. Là aussi, c'est un référentiel très contextualisé. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc oui, donc très contextualisé parce qu'il y a des attentes, assez différentes et ça interroge sur la transversalité. C'est peut-être une question, que vous avez l'occasion de vous poser, hein, la transversalité des compétences. C'est une question, que j'ai beaucoup, travaillé avec le pôle transversalité de mon établissement. Voilà, donc on me dit tout souvent, par exemple: «La compétence communiquer, c'est une compétence transversale». Est-ce que parce qu'on met une compétence communiquer, elle va être la même dans tous les champs de formation et elle va pouvoir être transversale et donc capitalisée par les étudiants de façon, justement transversale? Alors on voit qu'en médecine, communiquer, c'est établir une relation professionnelle avec un patient lors de la communication d'un diagnostic et donc on va chercher à voir si l'étudiant a une posture scientifique et responsable, s'il corrige les représentations du patient, s'il adapte la prise en charge. Sur l'exemple suivant, on peut cliquer, voilà, les langues étrangères appliquées, communiquer, c'est s'exprimer à l'oral, à l'écrit, en continu, en exposé, en interaction, en français, dans au moins 2 langues étrangères, avec des outils de traduction, des principes de traduction, et cetera. En droit, dans le clic suivant, communiquer, c'est vulgariser son discours, veiller à la protection stratégique des informations de l'entreprise, en français, en anglais, en vulgarisant son discours, et cetera. Et puis en biotechnologie, communiquer, c'est valoriser des résultats scientifiques avec objectivité, c'est, faire la preuve, hein, en français, en anglais et donc c'est d'autres attentes. Et donc on voit bien que sur la transversalité des compétences, c'est pas toujours le cas. Ça peut l'être. Par exemple, communiquer en sciences de la vie, en sciences de la terre, on peut peut-être considérer que c'est transversal. Ça, c'est aux équipes pédagogiques, hein, de le décider. Mais on voit que sur d'autres champs disciplinaires, communiquer, c'est pas forcément les mêmes attentes et c'est pas parce qu'on est un bon communicant en médecine qu'on va être un bon communicant en langue étrangère ou en études de droit. Et donc c'est pour ça que certaines formations se sont détachées, en tout cas n'ont pas voulu prendre, les formulations telles quelles des blocs RNCP parce que,
tout en s'y adossant quand même, hein, elle ne souhaitait pas, enfin, elle souhaitait mettre en avant le fait que c'était assez spécifique. Et donc, en tout cas, Aline, c'est quelque chose qui a été assez déterminant dans les choix. Voilà. Donc voilà, donc la transversalité, elle se pense pas forcément, elle peut se penser à l'échelle du bloc de compétences dans certains cas. Mais dans certains cas, on voit que les équipes là travaillent plutôt à l'échelle de savoir ou de savoir-faire ou de savoir-être qui vont être transversaux et donc d'UE ou d'éléments constitutifs dans les maquettes qui vont être transversaux, mais pas de blocs de compétences systématiquement. Là aussi, toujours, hein, c'est du cas par cas. On peut avancer sur la diapositive suivante. Ah, voilà, oui, bon, alors voilà, une fois qu'on a fait le référentiel de compétences, en fait, on n'a pas des fois des équipes me disent: «Mais donc là, on a fini». Voilà, le référentiel de compétences, c'est une étape finalement dans la construction du programme de formation, mais ce n'est pas une finalité en soi. En fait, une fois qu'on a défini les compétences, qu'on les a affichées et qu'on les a, communiquées, on n'a pas encore pour autant structuré le programme de formation en approche par compétences et il y a encore d'autres choix qui vont intervenir dans la structuration de la formation. On peut du coup aller sur l'étape suivante, sur la diapo suivante. Alors, le référentiel de compétences. Le référentiel de compétences, il va être structuré au-delà des compétences et on va le voir à travers un exemple. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà, alors là, c'est un exemple dans des études de médecine, hein, où vous avez un référentiel qui est structuré autour de 6 compétences. Je l'ai passé un peu rapidement, mais aboutir à un diagnostic, proposer la prise en charge, établir une relation professionnelle avec le patient, agir de manière éthique, déontologique, etc., etc. Voilà, donc 6 compétences que je passe un peu vite. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà, chaque compétence est précisée avec ses attendus, c'est les composantes et c'est les critères. Vous en avez peut-être entendu parler dans vos formations, hein. Dans les buts notamment, on va vous parler de composantes. C'est les critères d'évaluation des compétences, c'est les attendus, c'est ce qui va permettre de les évaluer. On peut passer à la diapositive suivante. Vous avez des familles de situations et donc des situations qui sont identifiées et des situations dans lesquelles on va entraîner l'étudiant ou le stagiaire ou l'apprenant plus largement à agir dans différentes situations. On peut passer à la diapo suivante. Et puis ensuite, vous avez la notion de niveau qui va permettre de graduer la formation en année, en semestre, ou plus largement que ça, mais en tout cas, qui va graduer la formation en différents jalons, différentes étapes qui vont être suivant les établissements, les semestres, les années et suivant les formations aussi, hein, ça va être différent. Mais donc il y a des paliers, des niveaux d'attente. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà, alors je vous montre un exemple ici, c'est à l'université de Toulon d'un référentiel de compétences qui est organisé autour de 2 principales compétences. Donc la première compétence, concevoir une intervention en activité physique et ou sportive. Un certain nombre de critères d'exigence qui sont associés à cette compétence. Vous avez 3 niveaux. Le premier niveau, celui qui va être demandé en L1, c'est de concevoir une situation d'intervention, dans, voilà, une situation d'intervention courte. Sur le deuxième niveau, c'est concevoir une séance d'intervention d'1 heure et demie. Et puis sur le niveau 3, au niveau de la L3, c'est concevoir un programme de formation sur plusieurs séances, sur un semestre, sur une année, avec donc des objectifs plus importants. Et puis vous avez à côté les différents apprentissages critiques et les différents savoirs, savoir-faire, savoir-être essentiels, pour l'acquisition et la maîtrise de cette compétence. Voilà, et parfois, vous voyez en bas à gauche, c'est peut-être un peu petit, mais les familles de situations, elles sont là et elles constituent parfois les parcours. Et là, vous avez dans ce référentiel de compétences de STAPS, le premier parcours qui est les situations de prévention, de réadaptation et d'intégration, le parcours APAS, le parcours EM, donc éducatif, cadre éducatif et scolaire, et puis le cadre sportif et compétitif. Voilà, donc parfois, les familles de situations peuvent être des parcours. On peut passer à la diapositive suivante. C'est la compétence 2, mais on va la passer assez rapidement. Ah, là, il y a une petite animation, mais on peut passer. Hop, voilà, compétence 2. Pareil, je ne reviens pas, mais c'est la deuxième compétence qui est organisée de la même manière, avec des critères d'exigence, des paliers, et puis les apprentissages essentiels qui constituent le référentiel. On peut passer à la diapo suivante.
Voilà, donc après, derrière, dans le programme de formation, eh bien, pour entraîner ces compétences, on va mettre en œuvre des situations d'apprentissage et d'évaluation que vous avez peut-être, entendu parler, dans les buts, hein, les SAE, qui peuvent être des simulations, des projets, des investigations, des études de cas, des serious games, et cetera, et cetera. Enfin, il y a plein de choses possibles, mais qui vont être finalement dans la maquette pédagogique enfin, dans les pratiques pédagogiques. Alors, c'est pas toujours visible, hein, dans les maquettes de formation, c'est un enjeu, mais qui vont être des mises en situation ou des occasions données aux apprenants pour entraîner le développement de ces compétences. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, et donc là, vous voyez, par exemple, sur une compétence, eh bien, l'étudiant, il est entraîné par ces mises en situation, à la fois dans des ED, donc dans des SAE, dans des situations qui sont clairement identifiées qui ont été créées par la formation pour entraîner. Et puis dans ces stages, qui vont venir en complément de situations de formation. Et donc, voilà, il va y avoir une articulation entre les temps d'agir en stage, hein, parce que les stages sont des occasions de mise en œuvre des compétences, et puis dans les temps, d'agir organisés au sein des formations. Et donc tout ça, hein, se structure. Ces différentes occasions d'agir sont des moments où l'étudiant, il est mis en situation, il a des projets, il a des réalisations, il a plein de choses, ou des retours formatifs, ou des feedbacks, où il est positionné par son maître de stage. Voilà, il a un certain nombre d'éléments qui restent sur ces actions, et c'est ce qu'on va appeler les traces. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà, on va passer celle-là, je pense qu'elle est un peu complexe là tout de suite, mais voilà, et donc ces traces, on va les mettre dans le portfolio. Le portfolio, c'est comme le book de l'artiste, hein, ou un artiste qui va se présenter, dans une galerie. Il va mettre un certain nombre d'éléments, un certain nombre de productions qu'il a faites, de réalisations, voilà, de peintures, de sculptures à l'huile, voilà, pour montrer la diversité de ce qu'il sait faire. Et finalement, dans le portfolio, l'étudiant, il va mettre ses traces, ses dossiers, ses réalisations, des projets qu'il a menés, des réussites ou des erreurs qu'il a faites mais qu'il a analysées, et il va se construire comme ça un book de réalisations dans lesquelles il va pouvoir valoriser les compétences qu'il a développées. Alors, ce portfolio, il va être utile à la fois en situation d'évaluation, parce que l'équipe pédagogique, quand elle va évaluer des compétences, elle va forcément regarder les réalisations, de l'étudiant. Mais ce portfolio, il peut aussi être utile au-delà, c'est-à-dire voilà, pour valoriser, son insertion professionnelle dans le cadre d'un entretien d'embauche, et cetera, et cetera. Il peut s'appuyer sur ce portfolio. Voilà, on peut passer à la diapositive suivante. Voilà, des exemples de traces là en médecine que l'étudiant peut mettre. On peut passer. Voilà, alors il peut aussi mettre des exemples de ses échecs, hein, parce que c'est un enjeu de l'approche par compétences, un enjeu très français. Voilà, en France, on a tendance à avoir un peu de mal à parler de ses erreurs, et en tout cas à pas parler souvent de ses erreurs en situation de formation. Et le portfolio est là aussi pour mettre des exemples d'erreurs bien commentées, bien analysées, qui en fait deviennent des preuves de compétences. Quand vous parlez avec un professionnel et que vous lui demandez, qu'est-ce qui a été marquant dans son parcours professionnel, il va très souvent vous parler de situations inconfortables ou d'échecs, dont il a beaucoup appris et qui ont été déterminants pour la suite de son parcours professionnel. Et l'objectif du portfolio, c'est aussi de mettre ça, d'engager une démarche réflexive sur ses erreurs, et d'apprendre de ses erreurs, voilà, et de mettre en avant ça. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà, alors je voulais finir, hein, je vais essayer de pas trop, monopoliser la parole, hein, mais je voulais quand même prendre un temps pour parler du programme de formation et de la structuration de tout ça dans un programme de formation et dans une maquette. Finalement tout ça, tous ces enjeux pédagogiques, alors qu'ils vont du référentiel de compétences à la mise en œuvre des savoir-agir et à la mise en œuvre, du portfolio, comment ça se structure dans une maquette de formation et dans un programme de formation. Alors voilà, je vais pas discuter de tous les repères, mais on travaille, hein, au sein du programme Avenir sur l'identification de repères. Mais parmi les éléments qui sont discutés, il y a la compensation, des compétences et la formulation de compétences qui va amener des choix. Vous voyez, si on organise avec l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure sur la pharmacie, et qu'on a une formation qui est organisée autour de 4 BCC: disposer un produit de santé de façon adaptée, gérer une officine, accompagner le patient,
agir en matière de prévention et de santé publique et qu'on a 4 BCC autour de ces 4 compétences, on comprend que c'est pas compensable parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on est très bon pour gérer une officine qu'on peut être très mauvais pour accompagner le patient. Ça ne va pas se compenser. Par contre, si on est sur le 2e modèle et on peut cliquer, voilà. Si on est sur un modèle de BCC beaucoup plus disciplinaire, sciences de la santé, outils et langage, projet personnel et professionnel, stage, on voit qu'on a des parcours de formation là qui ne sont pas orientés autour des compétences. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas un référentiel de compétences, hein, mais la maquette et les BCC ne sont pas organisés selon ces compétences-là. Dans ce cas-là, la non-compensation, elle va être plus compliquée parce qu'en fait, on va faire de la non-compensation sur des choses qui ne sont pas des compétences et qui sont des matières. Et donc là, en termes de réussite étudiante, ça peut être plus compliqué. Par exemple, dans une formation de ce type-là, si on introduit la non-compensation, le bloc 1 va être beaucoup plus difficile à obtenir que les autres. Et donc là, on va avoir des choses qui peuvent être problématiques en termes de réussite étudiante. Donc voilà, pas de discours tranché, hein, sur la compensation ou la non-compensation, ça dépend vraiment comment, les maquettes sont structurées. On peut aller sur le repère suivant, là, la diapo, ouais, ça on peut passer. Bah, voilà, après la logique là, c'est vraiment on peut revenir un peu en arrière, j'ai été peut-être un peu vite. Voilà, sur cette diapo-là, en fait, dans l'organisation de la formation, l'enjeu va être de structurer les enseignements. Vous voyez les petits carrés à droite, hein, les petits carrés, jaune et gris, où on a les différents enseignements de la maquette et d'essayer de structurer pour chaque compétence la maquette, de mettre en correspondance les enseignements de la maquette avec à la fois les niveaux, les compétences et les savoirs ou savoir-faire qui sont, ou savoir-être qui sont mobilisés dans ces enseignements. Donc c'est une correspondance, hein, entre le référentiel de compétences et le référentiel de compétences et les unités d'enseignement et les éléments constitutifs, hein, du programme de formation. Là aussi, il y a différentes manières de faire. On peut passer à la diapositive suivante où vous voyez une manière de faire. Donc là, on voit dans cette manière-là, vous avez toutes les UE en haut, hein, UE1, UE2, UE3, UE4, UE5, et cetera, classées en année, L1, L2, classées en semestre, S1, S2, S3, S4. Et puis vous avez toutes les compétences à gauche en ligne, et on voit que, les UE, on a fait une correspondance entre les UE et les compétences. C'est une manière de faire qui est possible, qui peut avoir des limites quand on cherche à modulariser les parcours de formation. On voit bien mais ça, c'est pas forcément l'objectif en fait, hein, mais sur ce type d'organisation, on ne pourra pas dissocier le bloc A du bloc B, du bloc C, du bloc D. Je prends un exemple. Si un étudiant rate le bloc A et ne valide pas le bloc A, qu'il valide le bloc B, le bloc C et le bloc D, il devra repasser presque toutes les UE, parce que presque toutes les UE concourent à toutes les compétences. Et donc là, on est sur une logique qui ne permet pas de dissocier les blocs et de découper la formation en blocs de compétences. Une autre manière de faire, diapo suivante, quand on veut aller sur la modularisation, ce qui n'est pas forcément le cas, c'est d'associer directement chaque UE à une seule compétence de la maquette. On voit dans ce cas-là, si on ne considère pas l'indirect, que l'étudiant qui rate la compétence 1, mais qui réussit la compétence 2, la compétence 3 et les autres compétences, il va repasser que les 3 premières UE, les 3 premières lignes de la maquette de formation. Et il ne repassera pas les autres UE. Donc ça permet de modulariser davantage le parcours de formation, mais c'est beaucoup plus contraignant en termes de gestion de l'emploi du temps, en termes d'organisation des horaires, des salles, voilà, c'est plus difficile en termes d'organisation. Mais ça permet la modularité. Voilà, on a peut-être encore le temps de discuter un repère. On peut aller au repère suivant, à l'intégration des SAE. Alors les situations d'apprentissage et d'évaluation, là, je pense que tu peux dérouler, voilà. Là, vous avez un exemple où, on voit un bloc de connaissances et de compétences qui est organisé avec différentes ressources, chimie organique, chimie inorganique, thermodynamique et cinétique. C'est des exemples fictifs, hein, je précise. Et puis une ESAE qui est intégrée et ajoutée
à l'ensemble, des autres à l'ensemble de la maquette. On voit bien que dans cette configuration-là, on va avoir alors c'est non intégré parce qu'en fait, tout est évalué isolément et le danger de ça, c'est qu'on multiplie un petit peu les pratiques d'évaluation. On va évaluer la chimie organique, la chimie inorganique, la thermodynamique et la cinétique et en plus, on va évaluer la SAE. Donc en fait, on rajoute une modalité d'évaluation. Si c'est du contrôle continu ou du contrôle intégral, on va devoir mettre 3 évaluations dans le semestre. Voilà, ça peut alourdir les pratiques d'évaluation et aussi le volume horaire. Autre manière de le maqueter, je vous montre 2 exemples, tu peux encore cliquer, 2 fois, je crois. Voilà, donc ici un autre exemple où on a effectivement, là c'est une intégration maximale, on a la SAE qui est intégrée dans la maquette de formation et qui vient du coup évaluer l'ensemble des cours l'ensemble des enseignements du bloc de compétences. Et on se dit qu'à travers la mise en situation, on va aller évaluer les connaissances et on va aller évaluer les savoir-faire des autres enseignements. Donc là, on a une évaluation qui est mutualisée entre les différents enseignements de la maquette. Donc soit de cette façon-là, soit tu peux cliquer 2 fois encore sur les 2 exemples, voilà. Soit de cette façon-là, où on a là ici, la SAE qui n'est pas maquettée en volume horaire, mais qui intervient comme contrôle continu et comme modalité d'évaluation. Autre possibilité. Alors là, c'est un peu les 2 extrêmes, hein, mais on peut aussi se mettre dans un entre-deux et c'est la diapositive suivante. Dans un entre-deux où on va regarder finalement, où on va se dire: «Bah, dans ce bloc de compétences-là, il y a des enseignements qui doivent être évalués isolément parce qu'on a besoin de vérifier le niveau d'acquisition de certains savoirs» et donc là, par exemple, la thermodynamique et la cinétique, on a besoin de les évaluer en tant que tels et donc on va garder ce maquettage-là ou alors et puis par contre les autres enseignements vont être mutualisés et la chimie organique et inorganique va être évaluée à travers la SAE. Et donc là, on voit que ça nous fait des évaluations un peu allégées. Voilà, un autre repère, ouais, on peut passer ça, ouais. Voilà, alors après ça va interroger aussi, hein, la répartition CECTS, hein, est-ce qu'on crédite chaque enseignement? Forcément, si on veut aller sur de l'évaluation et de la mutualisation, des pratiques d'évaluation et qu'on veut réfléchir à les diminuer, eh bien, il faut essayer de remonter les crédits ECTS, à l'échelle des blocs de connaissances et de compétences, à l'échelle des BCC. Voilà, donc c'est une autre option, hein, qu'on peut là aussi, on a différents choix qui sont possibles. Il y a des formations qui choisissent de tout créditer. Il y en a d'autres qui remontent un petit peu les crédits, à d'autres échelles. On peut voir, tu peux, voilà, cliquer sur ces 2 éléments-là. Là, on voit une formation, hein, qui a fait un seul bloc de compétences, transformer la matière et qui a tout crédité à 12 ECTS et une autre qui a choisi de faire ce même BCC en créant 2 UE et en créditant différemment les 2 UE pour mutualiser les pratiques d'évaluation à l'intérieur, mais aussi pour permettre de capitaliser différemment ces UE. Voilà, différentes manières de faire. Alors on peut passer à la diapositive suivante, mais je pense que j'arrive au bout de cette présentation. Voilà, ça c'est plus des éléments pédagogiques, c'est que voilà, une même SAE peut se retrouver dans différents blocs de compétences. Ça, c'est une possibilité qu'il faut, absolument, garder, hein. C'est important que, une même mise en situation peut permettre d'évaluer différentes compétences. Par contre, on ne met pas la même note, on ne reporte pas la note et ça, c'est un enjeu, important. On ne reporte pas la note, dans les différents, blocs. En fait, une même situation, elle peut donner lieu, par exemple, si je mets une mise en situation en médecine, la relation avec le patient et la capacité à trouver le diagnostic, ils peuvent être évalués dans la même situation, mais ils vont donner lieu à 2 notes différentes. Donc parce qu'en fait, c'est pas la même, on n'a pas évalué de la même manière ces 2 compétences-là, c'est la même situation. Elle est maquettée à 2 endroits de la formation, mais on va pas reporter la note et ce sera 2 notes différentes. Voilà, ça c'est une notion de validation. Le portfolio, comment il se maquette? On peut là aussi faire différents choix, hein. Là, vous avez un exemple où on l'a maquetté uniquement en heures et donc vous avez des heures d'accompagnement portfolio qui rentrent dans la maquette de formation et qui sont des heures, de séminaire ou d'accompagnement, individuel par des enseignants. Mais le volume horaire de cet accompagnement, il est rentré, il est considéré dans la charge de travail étudiante. Là, on est sur du volume encadré étudiant.
Voilà, diapo finale, bah voilà, là, c'est différentes manières de faire. Vous voyez qu'une UE compétence ou un bloc de connaissances et de compétences, il peut être organisé différemment selon si on nécessite, selon si on décide de séparer l'évaluation des connaissances avec l'action et la réflexivité, ou alors après, on peut aller vers des modèles 100% intégrés quand on va vers la droite, où on voit que bah, là, dans cette UE-là, on intègre dans la même situation la maîtrise des connaissances, les mises en situation et la réflexivité. Donc, différentes manières de faire, et donc c'est des choix qui peuvent être différents. Voilà, je vais m'arrêter là. J'étais peut-être un peu vite, mais je voulais à la fois vous donner quelques apports pédagogiques et puis essayer de concrétiser ça dans les maquettes, puisque je crois que c'est un petit peu l'objet de vos échanges et de vos réflexions. Et puis, je vais quand même terminer par, en guise de conclusion, dire que tous ces choix-là, puisque j'ai essayé de montrer des diversités de choix, ils nécessitent un travail en équipe pédagogique très, très, très important. Et que cette équipe pédagogique, c'est à la fois les enseignants, mais c'est aussi des personnes administratives ou des gens qui travaillent dans les secrétariats parce qu'ils ont beaucoup de retours, hein, et en général, ils ont quand même beaucoup de retours très pertinents. Ça peut être aussi des professionnels qui peuvent être intégrés dans l'équipe pédagogique. Et puis des étudiants ou des anciens étudiants qui ont aussi parfois des choses à dire sur l'organisation de la formation. Et donc voilà, cette équipe pédagogique, elle peut être à différents niveaux, à différentes variables. Mais il est important, en tout cas, que tout ça, que ces choix-là se fassent dans un travail de concertation. Voilà, je m'arrête là. J'ai beaucoup parlé, peut-être trop. Non, merci Aurélie. Hop, j'arrête le partage du coup. Ouais. Non, non, c'était très bien et je pense que, enfin, là, je ne sais pas s'il y a dans le chat, il y a des questions ou si les personnes veulent prendre la parole là directement. Tu dis, pardon. Oui. Farhan, donc il y avait une première question ou remarque, on va dire, une question, de Bruno Graziano. L'enseignement typo-magistral puis travaux pratiques ne sont-elles pas l'équivalent de cette approche par compétence? Donc, compétence serait égale à étude de cas. Donc, il y a une question en deux. Alors, en Aurélie. fait, la compétence, ça demande une capacité à s'adapter. Donc, en fait, ça dépend. Je ne peux pas avoir une réponse tranchée. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que dans la mise en situation, qu'elle soit appelée TP, qu'elle soit appelée SAE, qu'elle soit appelée peu importe, en fait, l'étudiant, il est à faire des choix. Donc, si c'est un TP où il faut appliquer un process et arriver à un bon résultat, on n'est pas sur une compétence, on est sur un savoir-faire. À partir du moment où on est sur une compétence, c'est qu'on va être sur un savoir agir et que ce savoir agir, il va demander à l'étudiant de faire des choix différents, qu'il n'y aura pas une solution idéale, mais qu'il va y avoir une multiplicité de solutions et que l'étudiant va devoir choisir, ou le groupe d'étudiants va devoir choisir la solution la plus adéquate, la plus pertinente à ses yeux et être capable de la défendre. Donc, ça va dépendre si le DP ou la mise en situation ou l'étude de cas, elle vise bien la compétence et si elle amène les étudiants à arriver à des solutions différentes et à faire des choix. Sinon, on est sur un TP qui est plutôt de l'ordre du savoir-faire et on n'est pas sur une démarche d'approche par compétence. On ne doit pas être dans le répétitif et dans l'entraînement. L'approche par compétence, c'est l'adaptation à différentes situations et donc c'est vraiment faire des choix. Moi, j'ai pas trop suivi. Bruno, il ne faut pas hésiter hein, si vous avez besoin, enfin voilà, si la réponse est assez claire pour vous. Sinon, oui, le document, on me demande si c'est possible de le transmettre. Est-ce que c'est bon pour toi, Aurélie? Tu D'accord. l'as, donc tu peux le mets en PDF et tu peux le diffuser, aucun problème. Ok. On mettra à disposition l'ensemble des éléments à l'issue du Club U, hein, donc du coup début juin, à la fois les enregistrements et puis l'ensemble des supports. Donc pour les établissements Pégase, via les canaux de communication du projet PC School, et puis pour les établissements Apogée sur le SharePoint. Alors, après, il y avait l'AMU, Françoise Valette, bon, qui dit que c'est très éclairant, qui te remercie. Elle dit notre INSPE évalue les compétences en notation, ce qui pose des problèmes à la DGCIP. C'est l'éternel débat, note, pas note. On peut faire de l'approche par compétence sans note, on peut faire de l'approche par compétence avec note.
Voilà, on peut faire des choix qui sont différents. Ça dépend les contextes. Il y a des contextes, ça dépend vraiment des contextes. Et je ne peux pas avoir une réponse générique, hein, mais voilà, ça dépend des choix. C'est sûr que dans le milieu universitaire, on a en général besoin de mettre des notes. Oui, donc la semaine prochaine au Club U, il y aura un atelier avec le CIES et justement, c'est des points qui seront abordés. Là, c'est ce que nous dit Nathalie Austré. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut aussi faire avancer aussi les pratiques et justement, on nous demande de plus en plus de pratiquer, d'être sur cette approche par compétence et donc il faut aussi accepter le fait de changer d'évaluation, de la modifier, etc. Donc c'est des choses qui devront changer à terme, je pense. Donc, En tout cas, c'est sûr dire être compétent à 12 ou à 12,5, ça n'a pas énormément de sens. voilà, c'est ça. Si on combine, donc on peut combiner des niveaux de compétences hein, et quand même des mentions et un certain nombre de choses. On peut aller sur des notes quand on introduit des moyennes par rapport à des résultats, des performances, des prestations, hein, ça se fait. Après, ça questionne aussi, j'en ai pas parlé, mais ça questionne aussi les rattrapages et les secondes chances. Si on n'est pas compétent et qu'on refait le même examen une semaine plus tard, a priori, sur une évaluation de compétences, il y a peu de chances qu'on soit plus compétent une semaine plus tard. En fait. Et donc, ça questionne, c'est pour ça, cette introduction de contrôle continu intégral, ça questionne un peu tout ça. Alors, juste une précision, l'atelier organisé par le CIES n'est pas précisément sur la remontée, mais sur des informations des compétences, hein, qui ne sont pas dans les remontées CIS. Mais ce sera sur les comptes rendus et les améliorations possibles de ces comptes rendus, des remontées CIS, y compris les remontées résultats. Donc on pourra en effet évoquer un certain nombre d'éléments, genre par exemple, je pense aux notes, hein, qui nous posent problème, ne serait-ce que pour les remontées des présences aux examens, qui sont basées sur la note dans la définition, non pas sur le résultat, même si on a fait des évolutions là-dessus, en tout cas pour ce qui concerne l'apogée. Mais voilà, donc en effet, ce sera un sujet. Et les collègues du CIES restent, en tout cas Karine Berrucan, reste à la fois le mercredi et le jeudi toute la journée. Voilà, donc vous pourrez aussi la solliciter pour ceux qui seront présents sur le Club U. Oui, c'est ce que disait Nathalie, ça sera l'occasion d'alerter sur ce genre de sujet. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, je ne vois pas d'autres questions sur le chat. Est-ce qu'il y en a qui lèvent la main? Non, je vois qu'il y a des gens qui commencent à se déconnecter. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à partir de 13h30 à l'Université de Strasbourg. Et puis, on pourra échanger de vive voix sur tous les éléments que nous avons eus cet après-midi. Et merci encore à Aurélie pour son intervention et ses éléments. On aura l'occasion. Aurélie, vous êtes sur Strasbourg ou pas? Non, je ne serai pas sur Strasbourg malheureusement. Bon, on aura l'occasion certainement d'échanger par la suite. Merci à tous en tout cas et merci à vous en particulier. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Et nous finissons avec 2 minutes d'avance. Waouh. Fabuleux. En timing. Salut. À mercredi. Au revoir, merci. Au revoir. Merci à tous.